Au Québec, la deuxième partie du 20e siècle est très marquante. Plusieurs événements sociaux se produisent sous le regard et la participation de divers premiers ministres du Québec. L'Église est très présente également avec le Concile Vatican II et le passage de Maurice Duplessis. Le 16e premier ministre du Québec va prendre le pouvoir en 1936 et marquera à jamais le Québec, lui qui aura été le plus longtemps au pouvoir dans toute l'histoire du Québec. Le premier impact d'un long règne, c'est la possible affiliation avec des organisations et des institutions. Maurice Duplessis ne fait pas exception puisque non seulement c'est le plus long règne, mais c'est également celui qui a été le plus intimement lié à l'Église. Il s'établit entre l'Église et l'État québécois ce que Gramsci définit comme un concordat. Grâce à ce pacte, l'État consent à ce que l'Église non seulement intervienne dans divers secteurs tels les services scolaires, hospitaliers et sociaux, mais qu'elle y exerce une quasi-hégémonie. Cette période d'union entre l'Église et l'État a développé un thème qui est désormais identifié à Duplessis et son régime. Ce thème est la Grande Noirceur. Même si Duplessis est un homme qui défend bien les intérêts du Québec à l'extérieur de celui-ci, ce qui se passe au Québec sous le regard attentif de l'Église est plutôt sombre. Un événement des plus marquants de cette histoire sera celle des orphelins de Duplessis. Ce sont des enfants dont leur vie a commencé par un abandon. Ils sont nés principalement dans les années 40 et 50 de mères célibataires ou encore de filles-mères, celles dont la société a oublié les pères pour concentrer toute la honte sur les femmes. Ces enfants étaient placés dans des crèches et des orphelinats, portant la plupart du temps la marque d'illégitimes. Des enfants qui ne devraient pas naître, bref, des embarras. Le problème de ces enfants était déjà bien grand, naître sans parents, ni parenté, seuls et abandonnés, mais un plus gros problème encore les attendait, la route vers l'asile et les hôpitaux psychiatriques, pour des raisons encore très dénoncées. Il faut dire que parfois la mère abandonnait leur enfant par amour puisqu'elle croyait qu'il aurait un meilleur sort à l'orphelinat, elle ne se doutait pas que l'enfant se retrouverait à l'asile. Les filles étaient plus rapidement dirigées vers les asiles, contrairement aux garçons dont certains cultivateurs avaient flairé l'aubaine et ils louaient ces orphelins. Pourquoi des milliers de jeunes se retrouvent à l'asile psychiatrique sans être des aliénés mentaux? Raison économique. En 1956, par exemple, le gouvernement fédéral donnait 70 sous par nouvelle entrée dans les orphelinats du Québec, contrairement à 2,25 $ pour une entrée en asile psychiatrique. Maurice Duplessis a donc vendu les jeunes orphelins. Plusieurs erreurs pouvaient survenir en ce qui a trait à l'admission dans un asile. Pour traiter un patient souffrant de maladie mentale, celui-ci était interné ou enfermé après avoir rempli par moins de 5 formulaires ou certificats, demande d'admission faite par un parent ou un ami, un certificat du médecin, un certificat du curé, un certificat signé par le maire du lieu d'origine du patient et un certificat signé par le secrétaire trésorier de la municipalité. Mais jamais les orphelins de Duplessis n'ont rencontré ces exigences. Ils étaient internés en perdant tous leurs droits et ne pouvaient surtout pas se défendre, même s'ils n'étaient pas malades du tout. Dans les archives de Radio-Canada, à l'émission Second Regard de 1993, Myriam Kelly explique qu'elle a été déclarée arriérée mentale profonde sans examen, sans avoir vu le médecin, seulement parce qu'elle parlait anglais. Donc elle avait un mauvais langage et elle était arriérée mentale. Tout comme un jeune homme qui avait une erreur à son dossier, le mauvais prénom y était inscrit, les médecins disaient qu'il n'avait pas de mémoire, donc arriéré mentale. Une fois entrés à l'asile psychiatrique, le sort qui les attend à l'intérieur n'est pas plus joyeux. Ces nouveaux malades devaient prendre quelques pilules pour leur maladie et une détention trop longue forçait les orphelins à s'engloutir dans leur lieu d'enfermement et ils ne voulaient même plus en sortir. Les jeunes grandissaient sous le règne de la peur, c'est probablement ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, cette fameuse peur. Les châtiments étaient omniprésents, ils pouvaient se faire brasser sans raison juste pour instaurer la peur au sein du groupe. Coups de fouet, camisole de force, bain d'eau glacée, séjour en cellule, tous les moyens étaient utilisés. Le pire des châtiments, même si ce n'était pas une punition, était probablement les attouchements sexuels. Plusieurs témoignages parlent de mains baladeuses des frères et des sœurs. Bruno Roy raconte que Hervé Bertrand s'est fait violer plus de 30 fois. Les frères lui passaient la camisole de force et le prenaient dans l'ascenseur. Plusieurs vivaient sous les menaces. Si tu parles, ce sera pire encore. Ou si tu parles, tu vas en manger une sucrée. Hervé Bertrand a même dû subir une opération au niveau du rectum. Bruno Roy a été le plus populaire des orphelins de Duplessis. Professeur, cet universitaire est le fondateur du regroupement des orphelins de Duplessis qui intente un recours collectif en 1993 demandant compensation monétaire mais également des excuses de la part du gouvernement et de l'Église. Le gouvernement a avoué ses torts après le règne de Duplessis, mais l'Église n'a toujours pas donné d'excuses. En 2001, ils acceptent les compensations dérisoires du gouvernement puisqu'ils veulent profiter de cet argent le temps de leur vivant. Qu'en est-il aujourd'hui de ces orphelins qui ont été marqués à vie par leur passage de plusieurs années dans les asiles et les hôpitaux psychiatriques? La plupart des témoignages déplorent le retard psychologique dont ils ont été victimes. Le niveau de sociabilité est constamment remis en cause, surtout pour faire leur réinsertion dans la société.
Le sens de la responsabilité est grandement affecté, sans compter que certaines personnes internées en santé sont devenues malades à force de se le faire dire, à force de prendre des pilules et d'être isolées à la camisole de force dans des cellules. Ces pauvres gens vont mourir avec l'échec d'une vie, celle d'avoir été les orphelins de Duplessis, puisque sans parents, ils étaient à la responsabilité de l'État et donc de leur père, Maurice Duplessis.